les deux patients français. Merci. Alors, c'est pas moi qui ai eu directement à prendre en charge. Moi, j'ai eu un patient à prendre en charge, mais c'est l'équipe de réanimation du CHU qui a eu les deux patients à prendre en charge, l'équipe de Daniel Mathieu. Alors, tout le monde disait que j'allais dire plein de choses. Je ne vais pas dire beaucoup de choses parce que ma question était prévention locale et prise en charge. Donc, je vais vraiment focaliser là-dessus. Prévention locale. Alors, pour moi, derrière ça, il y a quoi? Il y a le problème de la transmissibilité des recommandations qui ont été proposées au décours de l'évaluation de cette transmissibilité, en sachant qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites dans le premier exposé de Françoise Weber. Et par contre, je vais passer beaucoup plus de temps sur la prise en charge, avec très peu de choses sur la réanimation, parce qu'il y a très peu de choses de publiées, et par contre, des choses un petit peu plus spécifiques sur l'aspect viral en tant que tel. Alors, en termes de transmissibilité, c'est vrai qu'on est devant un pathogène qui est peu transmissible. Quand on regarde déjà sur la transmission en ville, la transmission communautaire, vous voyez que sur cette diapositive, donc sur la transmission en Angleterre, on retrouve deux transmissions qui sont issues de contacts familiaux, avec un qui se fait dans le cadre de la maison et un deuxième lors d'une visite à l'hôpital. Donc là, effectivement, pas une énorme transmission. Là, dans un deuxième travail qui vient cette fois-ci d'Arabie Saoudite, donc ça, c'est une transmission au sein d'une famille où vous avez le patriarche qui était 70 ans, qui était le cas index, qui a transmis à ses deux fils, qui sont les patients 2 et 4, qui ont respectivement autour de 30 et de 40 ans, avec derrière une transmission au fils. Donc au petit-fils, le patient 3, qui avait 16 ans. Donc encore une fois, peu de transmission. On voit essentiellement des hommes. Et ce qui est intéressant dans ce papier, c'est que derrière, vous aviez les contacts entre les femmes des différents enfants et la femme du cas. Et derrière, on avait des contacts qui étaient fréquents et aucune contamination. Alors, ce qui était assez rigolo de noter, c'est que les femmes n'avaient de contact qu'avec leur mari, mais absolument pas avec leur beau-frère. Donc ça, c'est fixé, c'est comme ça. Alors si on vient maintenant à la transmission dans un cadre hospitalier, là aussi, on est dans un cadre où on a peu de consommation de transmission intra-hospitalière. Donc ça, c'est l'étude de ce qui a été publié en Allemagne avec les cas allemands, où vous avez un patient où vous avez derrière 123 contacts qui sont identifiés. Ils ont réalisé 80 tests sérologiques. Il y avait 9 professionnels de santé qui avaient effectué des procédures étiquetées à risque avec une aérosolisation qui n'était absolument pas protégée au terme où on l'entend aujourd'hui. Et l'ensemble de ces personnels n'ont présenté aucune séroconversion. Tous les autres professionnels de santé ont été testés. Là aussi, tous les contacts étaient négatifs, et tout ça après 20 jours. Donc là, effectivement, peu de transmissibilité même au niveau intra-hospitalier. Une transmissibilité qui cependant peut exister. C'est vrai que nous, on a eu une transmission entre deux patients, mais c'était des patients qui étaient des patients relativement particuliers, puisque le premier patient était un greffé rénal avec une excrétion de virus qui était relativement importante. Et dans la même chambre, vous aviez un patient qui était un patient sous corticothérapie, avec donc quelque part un immunodéficit relatif, qui était donc le cas secondaire. Mais quelque part derrière ça, si vous analysez les contacts autour de ces deux patients, pour le premier patient, vous avez à peu près 100 contacts identifiés, aucun port de masque, aucun cas secondaire. Et pour le deuxième patient, juste avant de se faire hospitaliser chez nous, parce qu'il y avait eu une fenêtre d'à peu près une dizaine de jours où il était retourné chez lui. Il sortait de l'hôpital d'un hôpital de la région et il est retourné chez lui. Il s'est dégradé sur le plan respiratoire et la veille de son hospitalisation, il est allé à un anniversaire avec 40 contacts. Donc 40 contacts avec des contacts rapprochés. Derrière, on n'a eu aucun cas secondaire. Donc derrière ça, il y a quand même des choix qui ont été faits par l'ensemble des personnes qui ont été impliquées dans la gestion de cette crise, et des choix qui sont déclinés au niveau de l'OMS. Il y a eu un avis du Haut Conseil de santé publique. Donc tout ça, ça a été résumé dans la procédure Spilz-Coreb, et on arrive avec, en termes de prévention locale, la mise en place de précautions complémentaires R et de précautions complémentaires contact. Alors si on décline ça d'une manière très précise, c'est vrai que vous pouvez trouver ce type de description avec un habillage dans un sas,
un nettoyage, une désinfection aux solutés hydroalcooliques, un habillage selon un ordre très particulier et exactement la cascade inverse sur le déshabillage. Donc on est, je dirais, dans quelque chose qui est parfaitement connu, qui a été parfaitement validé, en particulier lors de l'épidémie de SRAS. Et puis d'ailleurs, vous voyez, ça n'inquiète pas grand monde parce qu'il y a un article qui date de novembre 2012 qui disait que le MERS coronavirus, globalement, fallait pas trop s'alarmer, la transmissibilité n'était pas énorme. Derrière ça, évidemment, en termes de prévention, c'est l'information qui est l'élément le plus important. Donc je dirais pour la prévention locale, voilà les différents éléments que je voulais vous donner. On est effectivement devant un virus qui est peu transmissible au jour d'aujourd'hui, dans son état actuel, avant toute mutation, s'il y en a un jour. Alors maintenant, en termes de prise en charge. En termes de prise en charge, la prise en charge de réanimation, on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose et c'est essentiellement du retour d'expérience. Alors ça, ce retour d'expérience, il n'y a strictement rien de publié sur cet élément-là. C'est de l'échange avec des docteurs essentiellement saoudiens qui tous, de manière assez unanime, ont dit qu'il y avait une discordance majeure entre la compliance observée et l'oxygénation observée chez ces patients. Donc ce qui serait un argument plutôt en faveur d'un recours très précoce à l'ECMO pour ces patients-là. Sur le patient qui était sur les patients lillois, c'est vrai que le premier, on y allait un petit peu tard. Le deuxième, ils y sont allés un tout petit peu plus tôt. Mais c'est vrai que la compliance pulmonaire est respectée extrêmement longtemps. Je vous en dirai pas plus, hélas, sur la réanimation, parce que j'ai rien à mettre sous la dent et que pour avoir des renseignements par les Saoudiens, on est proche de la mission impossible. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement complexe, dont je vous reparlerai après. Derrière ça, il y a effectivement tout un arsenal thérapeutique qui se penche sur deux versants, soit une activité antivirale, soit une activité sur la modulation de la réponse de l'hôte. Et là, encore une fois, pas de scoop. C'est-à-dire qu'on va ressortir exactement les mêmes chevaux que ceux qu'on avait sortis pour le SARS. Alors, je vais répondre indirectement à la question que Djilali a posée tout à l'heure. La question, c'était est-ce qu'on n'était pas trop tard? Je crois que non. Sur notre système, on n'était pas trop tard. Sur notre système, on a été particulièrement réactif. On a été plutôt bon. Même au niveau international, je trouve que la réponse a été bonne. Là où on a failli être mauvais, mais on n'a pas eu le temps d'être mauvais parce qu'il n'y a pas assez de cas, c'est encore une fois sur la mise en place d'essais thérapeutiques qui nous permettrait d'avoir des réponses sur les choix thérapeutiques à proposer aux patients. Quand on fait le bilan du SARS, c'est hélas le tableau qu'on voit là. C'est-à-dire qu'on a 7000 patients et on n'est pas fichu de savoir quelle molécule proposer. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que la plupart des essais qui sont dans la colonne de gauche sont sans conclusion possible. C'est-à-dire qu'on n'avait pas été capable de mettre en place des études correctes qui nous donnent une réponse simple comme « il faut essayer cette molécule, il ne faut pas essayer cette molécule ». Et donc c'est pour ça qu'on voit ressortir exactement les mêmes molécules. On voit la ribavirine, on voit les corticostéroïdes, on voit l'opinavir-ritonavir, on voit le sérum de convalescent. Donc exactement la même chose. Puis un petit nouveau, la cyclosporine. Alors la cyclosporine, il semblerait que ça marche. Alors là, ça fait un petit peu de mal aux cliniciens en se disant on va mettre de la cyclosporine devant un syndrome infectieux. Mais bon, toujours est-il que ça marche sur le SARS, ça marche sur le MERS. Donc là, si vous voyez, donc ça sont des travaux in vitro qui ont été faits, donc des tests de toxicité à des MOI croissantes sur des cellules véro et sur des cellules HUH. Donc si vous augmentez la MOI de MERS ou de SARS, vous voyez que vous avez une cytotoxicité. Si vous mettez de la cyclosporine, vous avez une inhibition de cette toxicité qu'on observe de manière dose dépendante. Donc pourquoi pas? Alors pour mémoire, le premier patient qu'on a eu en charge était sous cyclosporine. Mais bon, ça c'est vraiment une anecdote. Et dans ce travail-là, vous avez aussi une deuxième molécule qui est particulièrement intéressante et sur laquelle je vais développer un petit peu plus tout à l'heure, c'est l'interféron. L'interféron semble vraiment au cœur de la réponse antivirale et ça je crois que c'est par contre quelque chose qui est sous-exploité. Donc c'est sur ces études in vitro, on voyait qu'effectivement, la cyclosporine est capable d'inhiber et effectivement, par rapport au SARS coronavirus, le MERS est beaucoup plus sensible à l'interféron, donc ça pourrait représenter une piste thérapeutique intéressante. Et puis sur la fin de l'été, début de l'automne, il y a ce papier qui est sorti, moi qui m'a énormément interpellé, c'est un papier transcriptomique qui est extrêmement intéressant parce qu'il nous délivre plein d'informations. Alors le principe de la transcriptomique, c'est que vous allez exposer donc une population cellulaire au MERS ou au SARS, et derrière vous allez voir les modifications en termes de transcriptomique sur une quantité de gènes qui est gigantesque et voir les cascades qui vont s'allumer.
Alors la première chose qu'on voit, c'est que si vous comparez SARS et MERS, dans le MERS, vous avez une réponse qui est extrêmement précoce. Vous voyez, c'est quelque chose qui va s'allumer très très vite. Alors là, ça ne marche pas, voilà. Donc c'est quelque chose qui va s'allumer très très vite, alors que si vous comparez avec le SARS, c'est quelque chose qui est énormément retardé. Vous voyez que le MERS, sur 3-7 heures, vous avez déjà une réponse qui est très importante, alors qu'avec quelque chose qui se décale un peu plus sur le SARS. Donc, grosso modo, si vous voulez faire quelque chose, c'est probablement sur les moments les plus précoces. Et si vous regardez ce qui s'allume en termes d'up-régulation ou down-régulation, eh ben vous, tout de suite, on top sur deux choses. La première, c'est l'interleukine 17 et toute la voie TH17. Et puis la deuxième, ce sont les inhibiteurs. Donc, c'est toute la voie des MAP38 kinases. Donc là, on a des cibles thérapeutiques potentielles qui sont particulièrement intéressantes. Dans ce papier-là, ils ont montré que l'interféron, en post-infection, était capable d'avoir un effet antiviral qui était le plus puissant par rapport même à des pré- ou des post-traitements avec des inhibiteurs de la P38 MAP kinase. Donc, à partir du signal qu'ils ont montré chez l'autre, ils ont été capables de décliner quelque chose où ils montrent un effet antiviral de l'interféron. Donc, nous, on a rebondi directement là-dessus en essayant de redélimiter cette cascade. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez le MERS qui arrive au niveau d'un organisme, vous avez une reconnaissance qui se fait avec de l'ARN double brin au niveau de MDA5 et de RIG1 et une stimulation de l'IRF3. Et ça va vous stimuler la cascade interféron avec une activation de la présentation des antigènes et une prolifération des CD8. Ça, c'est le monde de Bambi où tout va bien. Et effectivement, vous avez une clairance virale et une réponse immune qui est parfaitement contrôlée. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu quelque part la chance d'avoir deux patients qui avaient des évolutions drastiquement différentes. Un, avec quelque chose qui est survenu extrêmement rapidement et une évolution défavorable, et un second, avec quelque chose qui a traîné pendant pas mal de temps et un patient qui a survécu. On a regardé la production de ces adaptateurs chez ces deux patients. Alors, si vous regardez au niveau de la reconnaissance, RIG, MDA5, IRF3 et IRF7, vous voyez que si vous prenez le contrôle en blanc ici, vous comparez patient 1, patient 2. Ici, on a un contrôle parce que le deuxième patient a fait une pneumonie HSV, donc ça nous fait un contrôle viral non MERS. Et ici, vous avez une pneumonie bactérienne standard à pneumocoque. Vous voyez que la réponse en termes de reconnaissance chez le patient qui est décédé est complètement aplatie, alors que vous avez une réponse en adaptateur qui est parfaite chez le deuxième patient. Même chose sur IRF3 et IRF7, et en termes de production d'interféron, seul le second patient est capable de produire de l'interféron. Et si vous regardez les taux d'interféron alpha sérique, vous avez un patient qui a une réponse qui est complètement aplatie et un deuxième qui est capable de produire. Si vous allez un petit peu plus loin et que vous déclinez votre cascade en mesurant le taux d'interleukine 12, c'est exactement la même chose. Et vous voyez d'un côté une virémie qui s'envole et le patient qui va décéder, et ici une virémie qui est contrôlée. Donc quelque part, on peut arriver à un schéma où vous avez d'un côté une réponse qui est adéquate avec une clairance virale et donc une restauration de l'immunité, et de l'autre côté, un virus qui est capable complètement de vous chanter la réponse correcte et donc de vous amener à une réponse qui est non contrôlée, avec donc une multiplication virale qui est importante. Donc l'interféron prend une deuxième jeunesse, je dirais, et un intérêt majeur dans la prise en charge de cette pathologie. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des modèles animaux ? Il y a ce très joli papier qui a été publié au mois d'août, où ils ont, chez le macaque rhésus, réalisé des infections avec du MERS-CoV, et ils ont comparé interféron plus ou moins ribavirine dans ce modèle-là. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est que chez les animaux traités, vous avez une amélioration des scores cliniques, vous avez une amélioration du recrutement cellulaire, vous avez une amélioration de l'oxygénation, et derrière ça, vous avez une amélioration de la lésion pulmonaire en tant que telle. Donc ce n'est pas complètement aberrant de vouloir très précocement traiter avec de l'interféron. Aucune donnée clinique, les seules données cliniques que l'on ait, ce sont les données qui ont été publiées il y a à peu près une dizaine de jours par les Saoudiens, mais qui, encore une fois, sont complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que là, vous avez 5 cas, mais c'est du extrêmement tardif. Et à partir de ce qu'on connaît du papier de José et de la physiopathe de la cascade de l'interféron, ça n'avait aucune chance de marcher. Donc, effectivement, ils montrent peu d'intérêt de l'interféron ou même de l'association interféron-ribavirine, mais ils ne sont absolument pas dans le bon cadre pour mettre en place ce bénéfice. Donc ça, c'est ce qui avait été publié par, encore une fois, l'équipe de Ziad Memich en termes de recommandations
avec les propositions de RIBA, de PEG interféron, et qui nous donnent quelque part des posologies qu'on a réclamées à corps et à cri pendant très longtemps, parce qu'on ne sait toujours vraiment pas complètement ce qu'ils font. La deuxième piste, qui est probablement une piste qui ne peut pas marcher actuellement parce qu'on n'a pas assez de cas, c'est la piste du sérum de convalescent. Alors la piste du sérum de convalescent, c'est la piste qui est au jour d'aujourd'hui extrêmement défendue par l'OMS. C'est-à-dire que là, on est sur une phase de travail où on essaye de faire des protocoles factices dans lesquels on pourrait rentrer des bras théoriques. Donc il y a un bras interféron ribavirine, et il y a un bras avec du sérum de plasma de convalescent. Mais pour avoir du sérum de plasma de convalescent, il faut des convalescents, et s'il faut des convalescents, il faut des maladies. Donc pour l'instant, on n'en a pas. Et ce qui est discuté actuellement, c'est d'aller chercher des immunoglobulines de chameau, parce que paraît-il, elles ne sont pas si différentes que les nôtres. Mais bon, alors ça, j'avoue que c'est quelque chose que je ne connais pas bien. Mais toujours est-il que derrière ça, c'est quelque chose qui a été cherché. Ils ont cherché aussi s'il y avait une reconnaissance en prenant du sérum de plasma de convalescent de patients qui ont été exposés au SARS, en allant rechercher dans les banques en particulier asiatiques. Et vous voyez qu'effectivement, on a des croisements qui sont possibles. Il y a d'autres cibles qui sont envisagées. Donc là, c'est vraiment de la recherche pure avec des inhibiteurs de protéases. Donc actuellement, je crois qu'en termes de prise en charge thérapeutique, alors ce qui est proposé, c'est ribavirine interféron, en sachant que là, il y a une histoire qui est en deux temps, c'est-à-dire qu'au départ, ce qui avait été proposé par OMS et le groupement ISARIC, c'était ribavirine interféron, que les Saoudiens ont dit ribavirine, vous vous rendez pas compte, c'est très toxique, donc ça, il faut l'enlever. Donc on avait enlevé du protocole l'interféron, on ne savait toujours pas ce qu'il faisait, puis à un moment ils nous ont dit il faut remettre la ribavirine, donc on a remis la ribavirine. Les anticorps monoclonaux, on a 2 anticorps monoclonaux qui sont en phase de développement, un en Allemagne et l'autre en Angleterre. Le plasma de sérum de convalescent, ça c'est quelque chose qui est effectivement en développement, avec surtout la mise en place des structures. C'est-à-dire qu'actuellement aux États-Unis, vous avez une structure qui, semble-t-il, si on avait une épidémie, serait capable de produire très rapidement de grosses quantités de plasma de convalescent. Mais là aussi, on est sur quelque chose d'extrêmement putatif. La cyclosporine, les stéroïdes, ça je dirais c'est comme d'habitude, on n'a strictement aucune donnée dans ce sens-là. Donc voilà ce que je voulais vous raconter. Vous voyez qu'en termes de prise en charge, on est sur énormément de points d'interrogation. On n'a strictement rien en dur, mais d'un autre côté, on a 178 cas. Et on a surtout le principal problème qu'on n'a pas accès aux données et que c'est quasiment impossible de savoir ce qui a été fait en termes de thérapeutique sur la plupart des cas qui ont été pris en charge. Voilà tous les éléments que je peux vous donner. Je vous remercie de votre attention.